bonjour. J'ai décidé de vous lire différents articles, même si certains vont dater un peu du courrier international qui a consacré sa une à Gaza. Et je trouve qu'il y a pas mal d'articles de différents journaux internationaux qui donnent une vision globale un petit peu de la situation. Parce que malheureusement, nos journalistes à la télévision donnent des visions très partielles et partiales. Et donc, c'est bien d'avoir des points de vue. Comme vous avez remarqué, c'est toujours été ma ligne de conduite d'avoir des opinions différentes et de savoir, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule voix et qu'un seul point de vue, et de voir le point de vue des autres et de gens avec plus d'informations et d'arguments. Donc le premier article, alors c'est le numéro 1720 du Courrier international. Le premier article, c'est une journaliste palestinienne qui travaille à Al Jazeera, qui raconte son départ précipité avec sa famille vers le sud de Gaza, après l'appel à évacuer lancé par l'armée israélienne. Entre confusion, tristesse et sentiment d'impuissance, elle n'a qu'une certitude, celle de vivre un exode sans retour. Voilà, le spectre de 1948 est dans la tête de tous les déplacés. Alors, c'est un article qui a été écrit en anglais, bien sûr, et là, qui a été traduit pour nous. Voici ce qu'elle écrit. Le 8e jour, au réveil, ma famille et moi étions toujours en état de choc. Ailleurs, dans la bande de Gaza, dans la ville de Deir el-Balah, dans le sud de l'enclave. Les scènes éprouvantes de la veille restaient gravées dans nos esprits. À l'aube, alors que les bombes pleuvaient et faisaient trembler Gaza, des journalistes ont commencé à discuter sur des groupes WhatsApp des rumeurs selon lesquelles Israël appelait les habitants du centre et du nord de Gaza à évacuer vers le sud. Certains y ont d'abord vu un acte de guerre psychologique de la part d'Israël, une intimidation. L'espace d'un instant, j'ai laissé de côté les bombardements israéliens incessants pour vérifier la crédibilité de cette information qui avait été relayée par des agences de presse internationales. Mon angoisse s'est amplifiée à mesure que je me déplaçais chez nous, de pièce en pièce, à la recherche d'une connexion stable à Internet, mise à mal par les coupures de courant et des télécommunications. Au retour d'Internet, la nouvelle était confirmée. Avishai Adréen, un porte-parole de l'armée israélienne, donnait officiellement cet ordre sur sa page Facebook. Je me suis d'abord sentie perdue et désorientée. Je n'arrivais pas à y croire. Je me suis précipitée auprès de mon mari pour le réveiller. Ne voulant pas déranger mes parents qui avaient vécu une nuit agitée, j'ai contacté mes frères. Mon petit frère a immédiatement réagi par des questions et des inquiétudes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que ça veut dire? Mon mari n'a dit qu'une chose, nos enfants. Ce qui a dissipé ma confusion et souligné l'urgence de la situation. J'étais accablée par les images d'enfants et de nouveau-nés innocents tués lors de précédents bombardements. Une question persistait pourtant. Où irions-nous? Nous étions confrontés à un dilemme, car la famille de mon mari avait des proches à Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, et la mienne, des contacts à Deir el-Balah, dans le sud. Après un long débat, la famille de mon mari a décidé de se mettre en route pour Nuseirat, convaincue par la détermination des mères à partir pour protéger leurs enfants. Il est devenu flagrant que la protection des enfants est le principal facteur de décision en ces temps chaotiques et dangereux. J'ai rappelé mon frère et insisté pour la nécessité d'aller en famille, avec nos parents, dans la maison de mon grand-père, à Deir el-Balah. Il a tout de suite été d'accord. À 8h du matin, je faisais toujours les bagages en regardant les infos, et j'appelais régulièrement ma famille tout en faisant et défaisant mes sacs. Une nouvelle difficulté a alors émergé. Par quel moyen de transport pourrions-nous tous être conduits là-bas?
Je n'ai pas de voiture, et la majorité des habitants de Gaza n'ont pas non plus accès à des véhicules individuels. L'exaspération et la tension ont grandi, car je pensais aux ramifications de la décision israélienne de déplacer tant de personnes vers le sud. Alors que mon mari contactait ses oncles pour sécuriser le transport vers Nusayrat, mon père a appelé pour dire qu'il partait chercher ma mère et mes sœurs. Il a proposé de revenir pour nous prendre, moi, mes enfants, mon mari et le reste de la famille, et nous emmener à Deir el-Bala. Dans un soupir de soulagement, avec une lueur d'espoir, j'ai senti que la situation était plus claire, car l'appel de mon père marquait un tournant. Mon mari et moi étions concentrés sur la préparation des choses essentielles, comme la nourriture, l'eau, les conserves, les couches et le lait maternel. L'incertitude à venir nécessitait de se préparer pour l'inconnu. En plus de nos affaires, j'ai pris un album photo, des habits de rechange pour nos enfants, des livres pour les distraire, une couverture et une trousse de premiers secours. Mes sentiments étaient différents des précédentes évacuations, comme si ce n'était pas un départ temporaire mais un exil permanent. Les remarques pessimistes de mon mari, persuadé que c'était un voyage sans retour, restaient suspendues dans l'air. On me faisait redouter le chemin incertain qui s'ouvrait à nous. Les événements s'accéléraient, et j'avais du mal à me faire une idée de ce qui nous attendait. De ma fenêtre, je pouvais voir les voisins en train de charger leurs affaires dans des camions. Innombrables questions. Alors que mon mari et moi commencions à nous disputer, notre fille, Banias, qui venait de se réveiller, nous a interrompus avec cette simple question. Pourquoi doit-on faire nos valises? Mon mari lui a calmement expliqué qu'Israël menaçait de bombarder notre région et que nous devions partir pour Deir el-Bala. Banias a fini par accepter le départ à contre-cœur et son père l'a rassuré en lui disant que nous espérions rentrer au plus vite. Mon père, accompagné de mon frère, est arrivé pour nous conduire à Deir el-Bala. Une profonde tristesse et un sentiment d'impuissance et de confusion m'ont alors submergé. J'avais mon bébé dans les bras. Mon mari tenait la main de Banias. Mon frère nous aidait avec les bagages. Et je n'ai pu retenir mes larmes en descendant l'escalier. D'innombrables questions se bousculaient dans ma tête. Allions-nous pouvoir rentrer un jour chez nous? Notre maison allait-elle être détruite? Je suis montée dans la voiture, le cœur gros, et le silence s'est imposé. Je me suis assise à l'arrière avec un sac à côté de Banias. Mon mari tenait notre bébé dans les bras, et mon frère s'occupait du reste de nos affaires. La route était encombrée de Gazaouis cherchant à quitter la ville. Des gens chargés de bagages s'étaient installés au carrefour en quête d'un moyen de transport. Certains marchaient ou étaient sur des camions. Les maisons et les rues que nous dépassions portaient les stigmates des frappes dévastatrices d'Israël. Sur la route, j'ai appelé un ami pour connaître le chemin le plus sûr vers Deir el-Bala et éviter les endroits bombardés. Nous avons fini par atteindre la route Salah ad-Din, qui traverse la bande de Gaza et mène au gouvernorat du Sud. Le spectacle le long du chemin était à la fois impressionnant et bouleversant. Des familles, des enfants, des hommes et des bagages qui marchaient le long de la route. Une procession apparemment ininterrompue de véhicules chargés à craquer de bagages et de passagers essayaient d'avancer. Les toits recouverts de piles de couvertures et de matelas. Notre périple a continué jusqu'à ce que nous atteignions enfin les abords de Deir el-Bala. À cause de l'état des routes, le trajet avait duré 1h30 au lieu de 30 minutes habituelles. Après avoir traversé des rues étroites, nous avons fini par arriver à la maison de mon grand-père, dans le centre-ville. Nous n'étions pas les seuls à venir trouver refuge ici.
Une partie de la famille était là également. Mon oncle nous a tous accueillis chaleureusement. Les maisons voisines hébergeaient également des réfugiés de Gaza. Quand je suis entré dans la maison de mon grand-père, la première chose que j'ai vue, c'est son portrait accroché au mur. Mon grand-père faisait partie des personnes déplacées lors de la Nakba de 1948. Il est mort en 2002 sans avoir pu réaliser son rêve. Retourner dans son village d'Isdoud, rebaptisé Ashdod par Israël. Et voilà qu'en 2023, ce sont ces petits-enfants qui sont déplacés et expulsés. La vieille maison, fermée pendant des années, a rouvert ses portes pour nous héberger. Et nous sommes devenus des réfugiés sur notre propre terre. De l'intérieur de la maison, j'entends les grondements d'une nouvelle frappe aérienne. Et je ne peux m'empêcher de dire à ma mère, l'histoire se répète. Témoignage de Maram Oumaïd, publié le 15 octobre.